Monsieur Naïm, vous désactivez votre cam, s'il vous plaît. Moi aussi? Non, non, non. Ah, non. Bonjour, Christina. Ça va? Vous allez bien? Donc, je demande aux participants de désactiver leur micro et leur caméra, s'il vous plaît. Bon. Donc, bonjour à tous. C'est un grand honneur pour moi de faire, au nom du comité d'organisation, une adresse à cette assistance à l'occasion de cette visioconférence sur le thème l'utopisme post-colonial chez Fouad Haroui, qui sera donnée depuis Turin par notre chère invitée Christina Vezza. Donc, comme vous le savez, Fouad Haroui est né à Oujda en 1958. Il a fait ses études au lycée Lyautey à Casablanca, avant de partir à Paris pour intégrer ce concours l'École nationale des ponts et chaussées, où il a obtenu son diplôme d'ingénieur. De retour au Maroc, il entre à la direction de l'Office chérifien des phosphates à Fribga, puis part en Grande-Bretagne pour préparer sa thèse de doctorat. Il enseigne ensuite l'économétrie et les sciences de l'environnement à l'Université d'Amsterdam, et après la publication de plusieurs romans, s'oriente vers l'enseignement de la littérature française, de l'épistémologie et de la civilisation arabe, toujours aux Pays-Bas. Et comme vous pouvez le constater, son parcours est riche en découvertes et qu'il met à profit dans ses romans. À ce jour, il a publié, si ma mémoire est bonne et ne m'en tenez pas rigueur, 18 romans et recueils de nouvelles, dont certains ont reçu des prix littéraires très importants. Je pense bien sûr au prix Goncourt de la Nouvelle en 2013 et au prix, bien évidemment, Jean Genot en 2014. Conjointement des essais qui ont principalement, mais pas uniquement le Maroc comme cadre thématique, il collabore activement au site 360.ma, écrit également dans Jeune Afrique et participe à des émissions télévisées ou radiophoniques, ainsi qu'à des rencontres et colloques, comme celui qui a été organisé l'année dernière par le laboratoire de recherche appliquée sur la littérature, la langue, l'art et les représentations culturelles accrédité à l'Université Sultan Ahmed Slimane, et dont les travaux ont été lancés par Monsieur le Président, le professeur Nabil Hmina. Par ailleurs, toute l'œuvre de Fouad Haroui se donne pour finalité la diffusion d'une poésie, d'une pensée humaniste et tolérante à destination de l'Europe comme du Maghreb. Ces ouvrages ont été traduits en allemand, en italien, néerlandais, et c'est justement dans ce contexte que j'ai fait appel, en concertation bien évidemment avec le comité de coordination, à notre chère amie Christina, que j'ai eu l'immense plaisir de connaître l'année dernière dans le cadre du colloque international Fouad Haroui, écrivain transculturel. J'avoue que quand j'ai sollicité Christina pour m'envoyer le curriculum vitae pour les présentations qu'exige la tradition universitaire, je me suis heurté à une matière si riche, si féconde, que je ne pourrais exposer, vu la diversité des langues supports et des thèmes abordés, qu'à travers la logique des chiffres. Bien. Alors, Madame le professeur Christina Vezaro est traductrice littéraire. Elle prépare une thèse de doctorat sur le thème Fouad Haroui, Fouad Haroui's Fictional Works in Translation, Strategies of Irony and Self-Mockery in French Source Text and in the Intercultural Transfer in German, Dutch, English and Italian.
Elle est membre fondateur du comité de la revue Littérature, Art et Langue, éditée par l'association Art Imagé pour la culture et le développement. Elle a publié, seule ou en collaboration, 16 articles dans des revues de grande renommée. Cristina Vezaro a également traduit plus de 20 livres et a publié et a participé à des colloques internationaux. Inutile de passer sous silence la traduction de plusieurs journaux, magazines, catalogues et CD. Aujourd'hui, Cristina nous entretiendra de l'écrivain marocain Fouad Laoui, auquel elle consacre une grande partie de ses travaux. Mais avant de lui céder la parole, je voudrais exprimer mes remerciements à Monsieur le Président de l'Université Sultan Moulay Slimane, professeur Nabil Mina, qui ne ménage aucun effort pour soutenir la recherche scientifique et toute bonne volonté visant l'épanouissement de nos établissements. Mes remerciements vont également au personnel administratif et tout particulièrement à Monsieur le secrétaire général Abdelrahim Sbahi et à Monsieur Mohamed Bouskil, qui ne ménagent aucun effort et qui sont toujours prêts à nous épauler chaque fois qu'on fait appel à leur savoir-faire. À vous la parole, chère Christine. Le micro, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Exactement. Est-ce que ça va maintenant? Très bien. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier l'Université de Beni Mellal et vous tous personnellement, parce que d'abord, j'ai déjà un très bon souvenir du colloque de l'année passée. C'est dommage qu'on n'ait pas pu poursuivre notre aventure live cette année, mais je suis sûre qu'il y aura d'autres occasions. Et je vous remercie pour cette invitation que je suis très contente de pouvoir accepter. Alors, on va peut-être essayer de partager tout de suite une petite présentation que j'ai préparée. On va voir si ça marche vite. Autrement, c'est pas grave. On peut le faire directement en parlant simplement. J'arrive tout de suite. Hein. Voilà. Et voilà. Voyons si ça marche. Voilà. Est-ce que vous la voyez aussi? Oui, tout à fait. Très bien. Alors, justement, mon thème aujourd'hui, c'est sur l'utopisme postcolonial chez Fouad Laoui et en particulier dans deux de ses romans que j'ai traduits tous les deux, en fait, Les Tribulations du dernier Sigil Massi, qui est sorti l'année passée en Italie et qui a été publié en 2014 en France, et La vieille dame du Riad, qui va sortir en italien à la fin du mois et qui a été publié en 2011 en France. En fait, ce qui m'intéressait, c'était de voir un peu la place de la littérature postcoloniale, non seulement dans les pays francophones, mais aussi dans les pays anglophones, donc dans une sorte de résumé mondial, disons, de la littérature postcoloniale. Alors, ce n'est bien sûr pas un grand travail que j'ai fait, c'est pas un livre, c'est donc juste un article que j'ai écrit et qui essaye un peu de résumer les deux positions, parce que je trouve justement que chez Fouad Laoui, il y a effectivement des caractéristiques qui sont présentes dans les deux approches à la littérature postcoloniale. Alors déjà, Jean-Marc Mourat, par exemple, il repère dans l'ironie l'un des éléments formels qui semble caractériser la littérature postcoloniale, donc l'ironie. Et puis, il y a Bill Ashcroft qui entrevoit dans la critique du passé et du présent la possibilité de réarranger les relations sociales et politiques sur le seuil du futur. Or, comme soit l'ironie, soit la critique sont les éléments constitutifs de l'œuvre de Fouad Laoui, dans cet article, j'ai essayé d'examiner donc l'aspect utopique. À la lumière donc du fait que
je cite Ashcroft, l'exposition de la souffrance du monde est en soi une anticipation lumineuse d'un monde meilleur. Tout ce que je vais citer de Ashcroft, en fait, c'est moi qui l'ai traduit parce que le livre est en anglais, donc la traduction française est à moi. Alors déjà, je vais commencer par citer cette belle phrase de Abdelkebir Katibi, qui se trouve dans Amour bilingue. Il faut rêver pour écrire, il dit. Donc, l'utopie, telle que présentée par Thomas More dans son De Nova Insula Utopia, qui était publié en 1516, traduit l'idée idéale d'une societas perfecta. More imagine ces non-lieux par opposition à la société anglaise qu'il critique au moyen d'une satire. Soit ce livre, soit d'autres œuvres utopiques, telles que par exemple La Città del Sole de Tommaso Campanella, qui était publié en 1602, voit le jour peu après la découverte de l'Amérique. Et on peut donc facilement y lire l'évocation d'un autre monde possible à la suite des expéditions des puissances européennes. 5 siècles plus tard, et c'est par la lecture de Bill Ashcroft qu'on arrive à ça, donc l'expérience coloniale est pour la plupart terminée, si l'on ne tient pas compte, bien évidemment, de nouvelles formes d'impérialisme. Mais Bill Ashcroft, donc, il retrouve un nouvel utopisme dans sa lecture de ce qu'on appelle la littérature postcoloniale. Et notamment, il affirme que, je cite, l'utopie est la vision d'une possibilité qui affecte la transformation de la vie sociale, un avenir imaginaire qui peut être à la fois oppositif et visionnaire. Il ajoute aussi que le développement de l'utopisme postcolonial se produit ainsi sur le fond de l'expansion impériale. Voilà donc que la boucle est bouclée. Donc, c'est à la lumière de ces considérations que je vais examiner aujourd'hui dans 2 romans de l'écrivain marocain. Donc, je vous ai dit La vieille dame du Riad et Les tribulations du dernier Séjour Massi. À l'intérieur de la prolifique œuvre de cet auteur, comme le professeur Oussikoum a mentionné, en fait, en 2 décennies, il a publié 10 romans, 5 collections de nouvelles, ainsi que des essais, des chroniques et des poèmes. Donc, il me semble effectivement que dans sa production, il s'agit des 2 romans dans lesquels l'opposition par rapport au passé colonial comprend la vision d'une transformation qui soit effective ou souhaitée, que l'on peut définir avec Ernst Bloch comme, je cite, la révélation des possibilités de réarranger les relations politiques et sociales pour produire une Heimat, c'est-à-dire un chez-soi, c'est un mot allemand bien évidemment, donc un chez-soi qui, chez Laroui, traduit un désir d'appartenance de ceux qui sont saisis dans, je cite, la multiplicité culturelle et linguistique du Maroc. C'est Alfonso de Toro qui dit ça. Donc, tout le long de sa production narrative, ces personnages s'interrogent sur leur identité, ainsi que sur leur dépaysement, se demandant de manière récurrente « Qui suis-je ? Que fais-je ici ?» Ces 2 questions, issues de la condition postcoloniale, sont à la fois l'expression d'une quête identitaire et d'une tentative de conciliation d'une culture précoloniale et postcoloniale qui tiendrait compte des changements d'ordre social, culturel, linguistique que l'expérience coloniale a apporté. Donc, grâce à sa position privilégiée, disons, entre l'Europe et le Maroc, il a été souvent défini l'auteur de l'entre-deux. Laroui est capable d'apprécier les failles toujours présentes dans la relation entre ces 2 cultures d'appartenance. Et la langue dont il se sert pour montrer les incompréhensions et incohérences des uns et des autres l'aide à opérer une critique du statu quo qui renverse par un décentrement de la perspective eurocentrique et par une juxtaposition des points de vue. Donc cette langue
comprendre justement l'un des éléments formels caractérisant les littératures postcoloniales, l'ironie, comme le dit Jean-Marc Moura. Chez Laroui, c'est l'ironie qui permet de bien représenter ces deux pôles, étant donné qu'elle est souvent accompagnée aussi de ce que Ruttmann appelle l'hétérolinguisme, c'est-à-dire, je cite, la présence dans un texte d'idiomes étrangers sous quelque forme que ce soit, aussi bien que des variétés sociales, régionales ou chronologiques de la langue principale. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le travail de Laroui, mais effectivement, non seulement, bien qu'il écrive en français, il y a beaucoup d'arabe dans ses textes, que ce soit l'arabe classique, quand il cite des prières ou des formules religieuses, ou que ce soit la darija, qu'il utilise souvent pour ses caractères marocains, et qu'il aide, disons, à montrer une partie différente des points de vue. Il l'utilise aussi pour l'ironie, beaucoup, c'est clair. Mais il n'y a pas que ça, ce n'est pas seulement une question de langues différentes, c'est aussi des variétés sociales et régionales. Donc, en fait, il joue beaucoup, vraiment beaucoup avec la langue. En ce sens, la langue de Laroui, on peut dire, elle est représentative de la francophonie et peut être définie comme une ouverture à une pensée universelle, je cite, positive, même quand elle n'est pas dépourvue de critique, qui ne peut remettre en question la personnalité arabo-musulmane du Maghreb, mais au contraire l'enrichir et la faire connaître à l'extérieur. C'est une citation de Mdari Alaoui. Excusez-moi mon arabe. Donc ce changement de perspective, qui est opéré aussi par la langue, implique la reconnaissance de l'existence de l'autre, que d'ailleurs les personnages de Laroui n'arrivent pas toujours à comprendre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il demande parfois. Et dans un autre contexte, c'était Édouard Glissant qui se demandait comment être soi sans se fermer à l'autre et comment consentir à l'autre, à tous les autres, sans renoncer à soi. Donc, les questionnements concernant la relation souvent crispée entre passé et présent dans la relation coloniale, entre culture française et culture marocaine, entre immobilisme et changement, est peint par Laroui avec un regard très ironique. Donc, la tentative d'en montrer l'absurdité et de trouver une issue des secours résume donc la visée utopique de son œuvre. Mais voyons déjà, je vais brièvement parler des deux romans pour qu'on sache, pour les gens qui ne les connaissent pas, qui ne les ont pas lus. Alors, dans La vieille dame du Riad, qui est donc le premier des deux de 2011, François, elle est propriétaire d'une galerie d'art contemporain à Paris et a une furieuse envie d'aller ailleurs. Sa femme Cécile s'occupe de la politique culturelle de la ville et doit souvent entrer dans le rôle d'assassin des rêves de son conjoint, qui, lui, ne cesse pas pour autant d'arpenter les globes dans ses pensées et de planter sa tente dans les endroits les plus improbables. Il y a là-dedans des citations des livres de Laroui. Vous pourrez d'ailleurs trouver cet article qui vient de paraître tout juste aujourd'hui. Donc, à la fin, je vais vous envoyer un lien, soit pour les citations, soit pour la bibliographie. Jusqu'au jour où Cécile cède aux requêtes de François et accepte d'acheter un riad à Marrakech. François règle la question économique, tandis que Cécile demande conseil à un collègue marocain qui la met en contact avec un cousin agent immobilier à Marrakech, un tel Khmoudan, censé les aider dans leurs recherches immobilières. Les deux Parisiens font route vers Marrakech, où ils sont accueillis par Khmoudan. Malgré de maintes incompréhensions linguistiques et culturelles, ils arrivent à trouver le riad de leurs rêves. Mais dès qu'ils ont conclu les formalités de l'achat, ils découvrent dans la chambre du fond une vieille dame toute menue dont ils ne savent ni l'identité ni comment s'en débarrasser. C'est leur voisin, un historien nommé Mansour Abaro, qui prétend arriver à communiquer avec la vieille dame et affirme qu'elle lui aurait dit « Ces chrétiens sont venus me ramener mon fils Taïeb ». Donc, dans un écrit destiné aux deux Français, il va transmettre l'histoire racontée par la vieille dame.
Donc, le récit de la vieille dame occupe effectivement la deuxième partie du livre, qui est intitulée justement Histoire de Tayeb. L'histoire se déroule autour de l'année 1900, quand le Hadji Fatmi achète un riad à Marrakech dans lequel il s'installe avec sa femme Lala Guita ainsi que sa famille. Peu de temps après, il décide de partir à Agadir pour y installer un comptoir et développer ses affaires. Pendant son séjour, il se lie avec la fille d'un marchand local, mais constatant que les affaires ne marchent pas bien, il décide assez rapidement de retourner à Marrakech chez sa femme, en renvoyant la jeune femme chez son père. Après son départ, la jeune épouse accouchera d'un enfant, ce Tayeb, mais elle mourra bientôt. C'est pourquoi le grand-père du bébé, les marchands, décide donc d'amener l'enfant à Marrakech chez le Hadji Fatmi pour qu'il lui assure une vie meilleure. Tayeb entre ainsi dans la vie de Fatmi et dans le riad. Accepté par la Laguita, aimé par son esclave africaine Massouda, Tayeb devient, et je cite, fils de trois mères, la berbère, donc sa mère, l'arabe, la Laguita et la noire, l'esclave africaine. Il ne manque que la juive, dit Laroui. C'est le marocain, l'archétype, le maître étalon. À travers l'histoire de Tayeb, Laroui reconstruit la présence française au Maroc. Le récit de la partie centrale du roman couvre effectivement la période historique qui va de la conférence d'Algésiras en 1906, où les puissances poursuivent ce qu'il appelle le troc planétaire qui se mettait en place depuis des années, jusqu'à la mort de Tayeb, qui coïncide à peu près avec la fin du protectorat. Après l'arrivée des Français à Marrakech en 1912, le Hadji Fatmi, sidéré et humilié par cette présence étrangère, s'enfermera dans la chambre du fond et Tayeb décide d'entreprendre un long parcours de quête de liberté et de dignité au nom justement de son père. C'est ainsi qu'il rejoint l'armée d'Abdelkrim, les combattants qui résista aux puissances étrangères pendant la guerre du Rif, mais qui sera à son tour vaincu par le sultan Moulay Youssef. C'est justement ce dernier qui recourra aux Français pour soumettre les autochtones berbères à son autorité arabe. Tout ça est dans les livres, bien évidemment. Revenu à Marrakech et bien que nationaliste, Tayeb se liait avec un Français, un certain Orsini. Les deux hommes deviennent des agents sur ordre du parti de l'Istiqlal Tayeb et pour les Français Orsini et développent une étrange amitié. La Deuxième Guerre mondiale éclate en Europe et le sultan lance un appel pour que les Marocains soient aux côtés de la France. Tayeb finit par entendre l'appel du sultan et s'engage dans l'armée française. Ça, c'est l'occasion pour Laroui de rappeler les 100 000 soldats marocains mobilisés pour lutter contre les forces de l'Axe en Tunisie, en Sicile et en Corse. Et il dit, je cite, ils se distingueront particulièrement lors de la campagne d'Italie. La fameuse bataille du Monte Cassino, c'est d'abord une affaire marocaine. Donc, c'est lors de cette bataille que Tayeb est blessé presque à mort par une grenade allemande qui lui arrache une moitié de la tête et la mémoire. Il sera rapatrié, mais on n'arrivera pas à le réunir avec sa famille. Et après s'être échappé de l'hôpital militaire, il finira ce jour sur une plage. Donc, la deuxième partie du roman se termine et Laroui revient dans le récit au présent. Et dans la troisième partie du livre, où on retrouve François et Cécile, qui sont très frappés par cette histoire. Et pour la première fois, ils ne voient pas le Maroc comme un lieu exotique, bien qu'un peu sauvage, parce que c'est leur attitude de Français, mais ils le voient finalement comme une nation avec une histoire dans laquelle les Français ne jouent pas le rôle des civilisateurs, mais d'oppresseurs. Ils se passionnent alors pour l'histoire du Maroc et deviennent collectionneurs de documents, de photographies et d'objets qu'ils finiront par donner au musée qu'ils installeront dans leur propre riad avant de rentrer en France. Dans un sens, ils ramènent donc Tayeb dans les riads et l'esclave africaine Massouda, qui n'est autre que la vieille dame du riad, qui avait promis à la Laguita sur le lit de mort de cette dernière de rester dans les riads et d'attendre que Tayeb revienne. Donc Massouda, elle peut finalement s'en aller et quitter la chambre du fond. Vous voyez donc que c'est un roman dans lequel
et il part du présent et du point de vue des Français pour reconstruire une histoire marocaine, l'histoire marocaine du dernier siècle, que très peu de gens connaissent en fait, très peu de Français connaissent, et en remettant donc en question leur attitude envers les Marocains et le Maroc. C'est justement le changement de perspective dont on parlait tout à l'heure. Et dans les tribulations du dernier Sijil Masih, aussi, d'une façon très différente, mais là aussi, il essaye cette fois-là de concilier les deux mondes, qui sont bien sûr aussi les deux mondes de Laoui, qui est bien sûr marocain et qui a grandi avec la culture française. Donc, pour un petit résumé du roman, Adam Sijil Masih est un ingénieur à succès qui travaille pour l'Office des bitumes du Tadla. Un jour, alors qu'il se trouve à 30 000 pieds d'altitude, donc dans un avion propulsé à une vitesse supersonique, il a une épiphanie. Sa vie moderne n'a aucun sens et il veut retrouver la lenteur de son père et de son grand-père. Dès son atterrissage à Casablanca, il décide de rentrer chez lui à pied. Mais il est confronté à la réaction de son entourage qui considère que son choix est anormal. Même sa femme Naïma, à qui il expose son projet de ralentissement, réagit très mal. Et elle lui dit, je cite, « Mais pratiquement, qu'est-ce que tu vas faire ?» Et lui répond, « Faire, demande-moi plutôt ce que je vais être désormais. N'est-ce pas plus important ?» Préoccupé donc par l'angoisse de perdre sa situation aisée, Naïma lui demande d'aller voir un psy. Et après leur séance, le docteur Benani s'interroge ainsi sur le propos de Sijil Masih. Là, j'ai quand même écrit la citation parce qu'elle est un petit peu plus longue. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est voulez-vous ralentir, comme vous dites, en tant qu'homme, Homo sapiens, parce que le monde moderne va trop vite, ou bien en tant que Marocaine postcoloniale? C'est comme cela qu'on nous dit, n'est-ce pas? En tant que Marocain postcolonial qui rejette l'Occident et la vitesse et qui veut revenir au rythme de vie de ses ancêtres. Il y a deux choses distinctes là-dedans, il dit. Et à ce moment-là, justement, Adam s'interroge lui-même. Il dit, certes, il y avait la vitesse en général, mais la phobie qui était apparue de façon aussi soudaine cachait peut-être autre chose. Donc, cette réjection qu'il a envers la vitesse et tout ce que représente le monde occidental, d'avions, etc., il se rend compte que c'est peut-être quelque chose de plus grand que non seulement la vitesse. Ce qui se passe, c'est qu'il est quitté tout de suite par sa femme. Il reste donc sans travail ni appartement qui venait avec le travail. Et dans une crise d'identité postcoloniale, Adam décide d'aller à Azamour, dans la maison ancestrale, pour retrouver ses racines. Donc, pendant la longue marche qui doit le ramener à ses origines, il vit dans une sorte de délire et il commence à faire des citations les plus disparates qui lui encombrent la tête, l'empêchant de penser librement. De Hugo à Voltaire, de Rimbaud à Proust, sa tête devient un précis de littérature et de philosophie française. Et il arrive à Zemmour épuisé. À la maison d'Azamour, où il est né et a grandi, il trouve une vieille tante, Nana, qui habite avec une petite orpheline et qui occupe la chambre du fond. Vous voyez, il y a une autre chambre du fond ici. Mais c'est une autre chambre de la maison, la chambre bleue, qui cache un mystère, marqué d'un signe kabbalistique, dont il ne s'était pas inquiété enfant, mais qu'il reconsidère maintenant. Et se demande, je cite, « Peut-être fallait-il revenir à l'époque où les significations n'importaient pas, où l'on pouvait vivre au milieu d'une forêt enchantée sans jamais sortir la règle ni le compas. » Adam se propose donc de sortir de cet état de délire et d'oublier Voltaire, citation, pour revenir aux anciens penseurs arabes et retrouver ainsi son identité. Ce n'est qu'après de maintes lectures qu'il réalise qu'Ibn Rushd et Ibn Tufayl ne s'opposent pas aux penseurs occidentaux. Dans la cour du Riad, en même temps, il y a un va-et-vient incessant et Adam découvre la supposée baraka de Sijil Masih, la bonne fortune dont il bénéficierait.
Le va-et-vient et le commerce qui s'ensuit ne manquent pas d'attirer l'attention de la police locale, dérangée par le désordre qu'Adam semble avoir créé, et qui va lui rendre visite pour comprendre ce qu'un ingénieur à succès cherche à Azamur. Donc, c'est autour de la baraka de Sijilmassi et d'une discussion avec un cousin islamiste, Abdelmoula, qui est né dans la chambre bleue d'Iriad, une secte créée par Nadir, qui a assisté aux discussions entre cousins. Cette nouveauté ne manque pas d'alarmer le Makzen, c'est-à-dire les représentants de l'État, souciés d'avoir le contrôle sur tout ce qui se passe dans la petite ville, et qui essaye donc de contrôler et d'intimider Sijilmassi, qui, pour son compte, ne veut rien avoir à faire avec tout ça. Les élections municipales sont imminentes et les Makzen pensent exploiter la popularité d'Adam pour les remporter. Mais Adam refuse la proposition de les appuyer, bien qu'il ne voit pas d'alternative, parce que la secte islamiste du Cheikh Bassine signifierait pour lui la, je cite, défaite de la pensée. Donc, révolté par la corruption du Makzen et l'intolérance aveugle des islamistes, il choisira le jour d'une manifestation de deux partis opposés de ne prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre et marchera entre les deux fronts des manifestants. La bataille qui s'ensuivra le laissera blessé et étourdi à vie, une vie qu'il terminera seul sur une plage, je cite, nu comme le premier homme, considérant sa situation non pas comme une défaite, mais comme un choix. Et je cite, le retrait, voilà la vraie victoire. Alors, ça c'était donc deux petits résumés pour vous donner des indications. Je me suis un peu perdue là. Alors, il y a donc des éléments utopiques et des similitudes entre les deux romans. Comme on voit, tous les deux présentent les thèmes du voyage vers un ailleurs que l'on veut meilleur. Mais il y a aussi une critique du statu quo qui est accompagnée par les désirs d'une vie plus complète dans une société qui ne sera peut-être pas parfaite, comme le souhaitait Moore, mais qui soit au moins améliorée. Donc, le voyage des protagonistes, point de départ à la base des deux romans, est apparemment très différent. François et Cécile, dans la vieille dame du Riad, semblent aller vers l'extérieur. Comme le souligne Bembella, je cite, synonyme d'un environnement dépaysant ou exotique, de distanciation et d'altérité culturelle, le Maroc leur permet de se retrouver dans une position d'outsider sans pour autant l'être. Fin de la citation. Dans les tribulations du dernier Sijilmassi, par contre, Adam, il quitte, et je cite Bernadette Raimi Mozorous, il quitte tout son environnement pour venir sur les lieux de son enfance, pris par une soudaine révélation de la vacuité de sa vie. Et il s'interroge également sur son identité. Donc, il fait en fait un voyage à l'intérieur de soi et de sa culture. Donc, la position d'outsider, sans pour autant l'être, des premiers, et le besoin d'Adam de retrouver son identité culturelle montrent qu'en réalité, les voyages sont, dans les deux cas, directement liés à l'héritage du passé colonial. Il en va de même pour la conclusion des deux romans. La vieille dame du Riad semble avoir une issue positive, car le Riad est sauvé d'une sorte de nouvelle colonisation française et il est transformé en musée. Donc, la mémoire de l'histoire marocaine est rendue au Maroc. Et dans l'autre cas, la triste fin d'Adam, qui reste seul et abasourdi sur une plage, indiquerait le désespoir de sa condition. Mais notons en fait que c'est la même situation dans laquelle se trouve Taïeb, dans la partie centrale de la vieille dame du Riad, qui lui aussi terminera ce jour sur une plage. Et c'est Larry qui le dit, je cite, parce qu'une plage entre la terre et l'eau, c'est entre deux mondes. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Et si nous voulons, ça c'est une vraie définition de la condition postcoloniale et de l'incertitude qu'elle comporte pour l'individu. Larry cite d'ailleurs Foucault, l'homme s'effacera comme à la limite de la mer un visage de sable. Citation qui, précise Bernadette Mimoso-Ruiz, s'oriente vers une lecture du peu de cas
que fait de l'être humain dans le contexte colonial. Donc, les deux lieux, le riad dans les deux romans et la plage, sont une sorte d'idéal et deviennent ainsi des non-lieux qui nous forcent à repenser la nature de la vie sociale. Et je citais Ashcroft là. Puisque le point de vue de nulle part, je cite Ricoeur, permet de mettre les systèmes culturels à distance. Nous les voyons de l'extérieur précisément à cause de ce nulle part. Donc, soit le riad, soit la plage sont aussi pour tous les personnages le point d'arrivée d'un voyage qui intensifie les conditions des changements. Car le fait du pouvoir colonial, c'est la production d'hybridation. Et ça, c'est Homi Bhabha qui l'a dit dans son The Location of Culture. Les lieux de la culture, je pense en français. Mais si les voyages de François et Cécile a une issue positive, les voyages de Taïeb et Adam semblent plutôt rappeler les conséquences de la colonisation, c'est-à-dire la crise identitaire qui laisse les héros sans mémoire dans le cas de Taïeb et dans un rêve sans fin dans le cas de Adam. Donc, si le besoin de se mettre en voyage est issu de la critique du statu quo, les récits de Taïeb et d'Adam sembleraient suggérer qu'il n'y a pas d'utopie possible. Toutefois, et c'est Ashcroft qui le précise, l'utopisme postcolonial est presque entièrement dépourvu d'utopie. Et les œuvres littéraires postcoloniales ne doivent pas forcément être utopiques ni pleines d'espoir, car c'est en imaginant un monde différent en littérature qu'elles permettent d'imaginer un avenir différent. D'ailleurs, la critique du statu quo concerne non seulement les conditions du passé, mais aussi celles du présent. Et en effet, l'attitude de touriste de François et Cécile fait l'objet de critiques de la part de Larouille, qui leur attribue les pires clichés. Je pense que j'ai cité ça. Attendez, je récupère. Alors, pas encore, mais tout à l'heure. Donc, c'est François qui parle. Il dit, ouais, il paraît que tous les Marocains ont un cousin miraculeux qui apparaît toujours au bon moment et qui exerce, comme par hasard, le métier dont le touriste a justement besoin à ces moments-là. Et encore, donc, c'est les pires clichés qu'il attribue donc aux deux Français. Il y a des agents immobiliers là-bas. Abdelkader la regarde un instant, une lueur ironique dans les yeux. Probablement pas, voyons voir. On entre dans un lieu inoccupé, dans toute case vide, on y entre comme dans un moulin, et au bout d'un an et un jour, on fait voiler le droit du sol. Enfin, la terre battue. Donc, notons que la critique de Larouille envers François et Cécile, pour leurs préjugés, s'exprime sous forme d'ironie. Mais il n'épargne pas non plus les Marocains, et notamment ceux qui peuplent le riad après l'arrivée d'Adam, qui sont superstitieux et enfermés dans une interprétation obtuse du Coran, et les délégués du Magzen, qui représentent un pouvoir corrompu, mais aussi la femme d'Adam, Naïma, qui incarne une idée arriérée du couple. Je cite, Naïma qui parle, quand elle essaie de convaincre son mari à ne pas quitter leur situation, elle dit « Mais ce n'est pas toi que j'ai épousé, crétin, ce n'est pas toi, c'est ton salaire, c'est l'appartement, les gardiens, c'est tout ça. » Donc, pris par leur supposée supériorité coloniale, François et Cécile, et par l'héritage d'une culture obscurantiste, les Marocains, ils sont, dans les romans de Larouille, l'expression de ce qui empêche le Maroc de devenir une nation moderne. Car, et je cite Ashcroft là, c'est justement dans la moralité et dans la rationalité des êtres humains que réside la caractéristique la plus riche d'espoir des utopies modernes. Les protagonistes, qui sont donc à la recherche de cette societas perfecta, mettent en scène leur désir utopique de liberté en s'engageant contre le pouvoir. Ils mettent en question les systèmes et ils en exposent les lacunes. Concrètement, Adam résiste au Magzen et à ses représentants, ainsi que les islamistes, tandis que Taïeb résiste aux puissances en s'engageant dans la guerre du Rif
mais aussi aux côtés de la France dans la guerre contre les forces de l'Axe. Tous les deux seront pris dans une bataille qui les laissera abasourdis et seuls sur une plage, mais l'issue de leurs aventures ne compromet pas l'intention de leurs actes. Car, comme le dit Glissant, je cite, « remettre les principes en question, c'est peut-être lutter et rêver ». Si le retour chez soi, pour utiliser les connaissances acquises, ce qui est un élément récurrent dans les œuvres utopiques, comme le dit Ashcroft, donc si le retour est évident pour François et Cécile, qui rentrent en France, ainsi que pour Taïeb, qui reprend sa place dans le riad, il est aussi indirectement pour Adam, dont le retour chez soi n'est qu'une étape de la narration. Mais c'est bien à cette occasion qu'il utilise la culture française acquise pour récupérer l'héritage des anciens penseurs arabes et concilier, je cite Rémi Mausolhuis, savoir occidental et savoir arabe qui lui permettent d'opérer une synthèse personnelle en se sentant riche de ces deux sources. Les deux romans ont des points de repère en commun, nous l'avons vu, et notamment donc les lieux ou des objets aussi, à partir du riad ancestral qui est présent dans les deux cas. Mais dans les deux cas, il y a aussi un arbre central dans le riad, un bigradier, ainsi qu'une chambre de fond. Et c'est Ashcroft qui le dit, je cite, ce sont les choses tangibles qui font d'un lieu ce qu'il est, qu'il s'agisse d'une maison d'enfance ou du paysage, avec une luminosité qui lie le passé au futur. Et François dit d'ailleurs dans le livre, je cite, ils ont montré des images de Marrakech, il y a une luminosité extraordinaire. Et Adam de répondre dans l'autre roman, il cligna des yeux pour se réaccoutumer à la lumière de son pays. Décidément, elle n'était pas celle des cieux d'Asie, d'où il venait avec l'avion. Donc la luminosité, tant du pays retrouvé, dans le cas d'Adam, que de l'aventure imaginée, comme dans le cas de François et Cécile, est ici une idée d'avenir comme à venir, comme ce qui nous attend, une possibilité qui émerge toujours du passé, non pas comme nostalgie, je cite Ashcroft là, mais comme renouvellement. Donc la reconstruction du passé colonial du point de vue des Marocains, opérée dans l'histoire de Taïeb, et la réconciliation du savoir occidental et arabe dans Sijimassi sont importantes car elles recréent la mémoire culturelle du Maroc, qui est présente dans les histoires que nous écoutons et passons. Ce que Laroui fait avec ses romans, c'est montrer que ces histoires diffèrent, car le point de vue des personnages est différent. Et ceci est montré très bien par les échanges entre Taïeb et Orsini, dont je vous ai préparé des extraits. Alors là, c'est Orsini qui parle, il dit « Oui, mon petit Taïeb, ne me regarde pas comme ça, j'ai bien dit pacification. » Et Taïeb de répondre « Je dirais plutôt conquête militaire. » Ben, moi, je dis pacification. Il faudra s'y faire, l'ami. La pacification s'est faite au nom du sultan, de ton sultan. Comment pourrait-elle être une conquête? Nous nous sommes appuyés sur de notables Marocains gagnés à notre cause. Quelle cause? La cause française, pardi, notre mission. Donc, la juxtaposition des points de vue et l'ambivalence de l'adjectif possessif nôtre suggère ici et ailleurs une alternance non seulement des perspectives, mais aussi des temporalités. Et cette alternance, elle montre d'un côté la circularité du temps dans des visions postcoloniales, d'un futur intégré dans un passé culturel. Mais elle montre aussi la circularité spatiale qui est, je cite Rémi Mausolhuis et Redouane, comme une vaste métaphore de la permanence de la nature humaine, ici et ailleurs. Donc, à l'intérieur de cette circularité, les histoires de Taïeb et d'Adam, dans toute leur tragédie, assument une dimension épique, car l'épique peut être aussi, selon Glissant, je cite, le chant rédempteur de la défaite ou de la victoire ambiguë. Donc, ces deux romans présentent les éléments que Ashcroft attribue à l'utopisme postcolonial.
Mais quelle est donc la position de Laroui dans le contexte de la littérature marocaine? Selon Charles Bonne, avec les prix Goncourt attribués en 1987 à Tahar Benjeloun pour La Nuit sacrée, il y aurait un émiettement, je cite, de la littérature maghrébine. Cette évolution comporte, à son avis, la, je cite, perte de la perception de la littérature maghrébine en tant que dynamique politico-littéraire, qui comporterait donc une perception des écrivains non plus comme les éléments dynamiques et quasi sacralisés d'un ensemble, mais bien comme des créateurs disséminés, je citais aussi. Laroui peut être considéré aujourd'hui parmi ces créateurs disséminés, mais alors la visée de son œuvre, qui n'est pas si politique et plutôt humaniste, la visée, elle est encore liée à la condition postcoloniale, à laquelle il apporte son vision transculturelle, selon Welch, donc son entre-deux, et sa position justement de l'entre-deux. Dans un article qu'il a écrit, qui s'appelle « La littérature marocaine d'expression française, point de vue d'un écrivain », c'est un article de 2009, Laroui parle lui-même d'une possible différence des générations, constatant qu'on lui reprocherait une écriture trop individualiste. Mais les deux romans que nous examinons dans cet article et dans cette présentation semblent indiquer tout le contraire en fait. Les soucis de reconstruction de l'histoire du dernier siècle du point de vue marocain, d'un côté, et le désir de récupérer le savoir arabe pour montrer qu'il est tout à fait conciliable avec le savoir occidental dans l'autre, indiquerait plutôt une visée collective de l'écriture de Laroui. Et on est tenté de penser avec Redouane, je cite, que la dérision, le rire, l'humour et l'ironie qui structurent son écriture lui aurait valu effectivement la définition d'écrivain individualiste. Mais c'est Laroui même qui explique dans cet article que ironie ne signifie pas forcément légèreté, et bien au contraire. Il dit « Je n'ai parlé qu'indirectement de mes textes, sinon pour dire qu'on leur reproche souvent leur individualisme. L'autre reproche est qu'ils donnent une impression de légèreté. Il me semble que ce n'est pas du tout le cas. Mon oncle, le célèbre historien Abdallah, déclara un jour à Paris qu'il ne savait pas d'où je sortais, car selon lui, les Laroui n'ont aucun sens de l'humour. Or, la même semaine, le patron de Sèche Presse me dit qu'il avait lu tous mes textes, mais avec le cœur serré. Ce sont là des regards différents sur le même livre. Donc, l'humour est bien la clé que Laroui a trouvée pour décrire des personnages et des situations qui, en fait, feraient pleurer si l'on n'en riait pas. Et c'est El Ouradiri, j'espère que je vais bien prononcer, qui précise la veine humoristique et les moyens que l'écrivain utilise pour exprimer la complexité du rapport de ces personnages avec leur pays natal quitté, et surtout avec cette question de l'identité. Mais il s'agit également d'un expédient dont il se sert pour désamorcer l'angoisse qui pourrait en résulter. Donc, si d'un côté la langue permet en fait à Laroui de nuancer ses points de vue avec son regard ironique, surtout ceux qui ne peut s'empêcher de critiquer. De l'autre, Laroui devient sérieux dès qu'il aborde la mémoire et l'histoire, quand il raconte l'histoire de Taïeb. Et c'est Bembella qui le dit, je cite, « Le roman change de registre pour, sur un ton didactique, s'engager dans le récit de l'histoire coloniale du Maroc. » Il faut quand même remarquer que même cette partie de la narration reste vive et réunit des faits historiques à une histoire fictive qui est bien racontée et qui ne manque pas d'élan romanesque, parce que c'est quand même le romancier qui écrit. Mais effectivement, le risque, comme le dit Moura, est de, je cite, privilégier une lecture seulement idéologique de l'œuvre, ignorant le travail d'écriture. Dès par ce choix linguistique, et notamment son emploi de l'hétérolinguisme dont je parlais tout à l'heure, et son recours à l'ironie, qui est un expédient fonctionnel,
à l'exercice de la critique. On trouve donc chez Laroui ce que Jean-Marc Mourat appelle, je cite, le concept de stratégie ou de résistance postcoloniale. En ce sens, l'écriture de Laroui, et je cite Dari Alaoui, ne signifie pas reproduction du passé colonial, c'est un développement dans les positifs comme dans les négatifs de l'héritage colonial conjugué avec ce qui a résisté à l'emprise coloniale française et qui continue à travailler en profondeur l'être maghrébin. Donc, dans sa tentative de réconcilier ces deux mondes avec toutes leurs contradictions, donc les préjugés envers les Maroc et la valeur de l'histoire du point de vue marocain dans la vieille dame du Riad, et le savoir arabe occidental et les drames de l'individu et de l'intellectuel au Maroc dans Sijil Massi. Et ce drame de l'individu et de l'intellectuel au Maroc, c'est lui qui l'a dit dans une interview à la radio italienne quand il était ici au mois de novembre passé pour la présentation de la traduction de son livre. Il a parlé effectivement de ce drame de l'intellectuel marocain qui est pris entre les deux, entre le marxisme donc et l'islamisme. Donc Laroui, pris entre ces deux positions, il garde quand même l'esprit lucide quant à la situation du Maroc. Et ces personnages de commenter, je vous l'accorde, je cite, c'est bizarre, et un autre qui répond, non, c'est le Maroc. Donc Laroui est conscient, je cite Raymond Mozoroui Seredouane, que le Maroc, lui aussi, peut engendrer des situations invraisemblables qui mettent en jeu le questionnement identitaire dans les excès et révèlent une aisance à s'accommoder des situations totalement irrationnelles. C'est ainsi qu'être marocain signifie souvent pour Laroui, avec Louis Aragon, je cite, qu'il est un étrange pays dans son pays lui-même, comme le rappelle le narrateur dans la partie centrale de la vieille dame du Riad. Mais dans les tribulations du dernier Sijil Massi, aussi, le protagoniste Adam précise « Hors d'ici intrus, tous deux, après Voltaire, après De Gaulle, que je ne puisse chasser, étant en étrange pays, en mon pays, et en moi-même. » Je vais boire un tout petit peu d'eau. Comment s'exprime alors cette sensation d'étrangeté par rapport à son pays et par rapport à soi-même? Laroui rappelle tout d'abord, par la voix d'un personnage, la valeur de l'héritage culturel arabe qui est souvent ignoré. Je cite du livre, « Tu oublies que ce sont eux qui nous ont copiés il y a 6 siècles. Ce sont eux qui sont venus chercher la science là où elle était, chez nous, en Andalousie, chez nous. » Ça, c'est dans Sijil Massi. Mais il doit aussi constater le dépaysement linguistique et identitaire de l'être maghrébin. Et là, j'ai une autre petite citation. En quelle langue fallait-il lui dire « je t'aime » en français? Il l'avait fait 2 ou 3 fois. Elle le regardait alors d'un air dubitatif. Il se moque de moi. En arabe classique, il avait tenté une fois. Elle avait failli mourir de rire, littéralement. Et encore, la télévision se distingua. Elle n'évoqua pas l'affaire. Les directeurs de programme, blanchis sous le harnois de Fantasia d'R102, époque révolue mais pas sous tous les crânes, les directeurs de programme, prudents comme des sioux, se turent encore dans toutes les langues du royaume. Donc il y a un grand dépaysement linguistique qui devient aussi dépaysement identitaire. Donc c'est ainsi que cet étranger radical, une définition qui est dans Sijil Massi, mais qui est aussi qui rappelle aussi une nouvelle de la collection de nouvelles Le jour où Malika ne s'est pas mariée, qui s'appelle L'esthète radicale. Cet idiot francophone comme Naïma l'appelle, cet homme vaincu par la technique, vaincu par la vitesse, qui est une phrase qui rappelle aussi la nouvelle Les gueux vaincus par la technique, donc des thèmes qui sont récurrents chez Laroui. Il constate que, Sijil Massi donc, il constate que nous ne nous définissons que par des négations, je cite,
Mais ce magma est bien la seule notion qu'il a d'être encore, d'être quelqu'un. Il ne sait pas qui, mais quelqu'un. Et d'ailleurs, c'est intéressant, mais dans la collection des nouvelles Le jour où Malika ne s'est pas mariée, il y a 7 ou 8 nouvelles, je pense. Et dans toutes les nouvelles, il est très ironique partout, sauf dans une nouvelle qui s'appelle Être quelqu'un, où il raconte l'histoire d'un jeune Marocain qui s'est fait aider par son père pour trouver l'argent pour s'échapper et qui périra dans la traversée de la Méditerranée. Donc, cette identité, le sens d'être quelqu'un est bien important chez Laroui. Force est ainsi à Laroui de reconnaître le désarroi de l'être postcolonial, dont la situation est due aux 2 éléments de l'équation, colonisateur et colonisé, qu'il critique tous les 2, s'approchant ainsi à la double critique d'Abdelkabir Katibi, c'est-à-dire une certaine liberté des pensées, je cite, vis-à-vis de n'importe quelle tradition et culture, de n'importe quelle religion. Ce qui reste chez Laroui, et c'est là l'utopisme, c'est un désir de composition, d'harmonie, qu'il exprime souvent en recourant à une terminologie musicale, la musique étant d'ailleurs l'une de ses grandes passions. Donc, il utilise des verbes comme concerter, se concerte, elle conclut crescendo, point d'orgue, mais il y recourt aussi pour exprimer les dissonances qui sont toujours présentes. Par exemple, le roi se confondir en une protestation en basse continue, le premier posant sa voix entre le violoncelle et la contrebasse, et l'autre en faisant d'orbe grinçant. Et là aussi, on peut voir que l'espoir et la critique sont à nouveau réunis. Donc, à nouveau des éléments de l'utopisme postcolonial. Pour conclure, s'il est vrai, comme l'affirme l'écrivain nigérien Chris Abani, que ce que nous savons sur comment être ce que nous sommes nous vient des histoires, ce grand braconnier d'histoire qu'est Laroui, c'est une citation de Nancy Houston, mais qu'il a reprise lui-même, il est bien conscient du pouvoir des histoires et l'utilise dans toutes ses nuances pour essayer de décrire les désarrois et les contradictions de la situation postcoloniale, dans l'espoir de surmonter les préjugés envers le Maroc et les résistances à l'intérieur du Maroc pour résoudre les dilemmes de l'individu et de l'intellectuel marocain. Laroui, il a admis lui-même dans une interview toujours dans un journal italien au mois de novembre passé, il a dit « J'écris pour des élites ». Il en est bien conscient. Mais l'on peut dire avec Ashcroft que l'imagination modèle ce que nous sommes et nous aide à repenser la signification de culture, de civilisation, d'histoire et d'identité. Et donc, Laroui, si l'on veut, il opère une synthèse entre critique et espoir, entre passé et présent, pour delinéer donc un futur. Je terminerai donc avec une citation de Glissant. Nous désespérons du chaos au monde, mais c'est parce que nous essayons encore d'y mesurer un ordre souverain qui voudrait ramener une fois de plus la totalité monde à une unité réductrice. Ayons la force imaginaire et utopique de concevoir que le chaos est beau. Voilà, je vous remercie. Merci Christina pour cette intervention si riche. C'est toujours un plaisir de lire Fouad Laroui et c'est encore mieux de le côtoyer. Nous avons eu accès à ce privilège l'année dernière lors du colloque que nous avons organisé à l'Université Sultan Moulay Slimane. Je rappelle aux conférenciers qui aux participants qui voudraient poser des questions, qu'il leur suffit d'appuyer sur de lever la main. Donc pour ce faire, il vous suffit d'appuyer sur le petit bouton qui est en bas. Je vous écoute. Alors, Monsieur Mohamed Rachid Raji. Donc à vous la parole. D'accord, bonjour monsieur. Bonjour tout le monde. Un grand merci à vous, monsieur Mounir Sikoum. Merci également à madame Christina Vezaro pour la qualité de votre présentation.
Si vous le permettez, j'ai une petite question à vous poser. Dans quelle mesure l'œuvre de Fouad Laroui contribue-t-elle au dialogue interculturel entre le Maroc et l'Occident? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre question. Écoutez, je pense que ce qui apporte... alors déjà, il y a deux questions à voir. Tout d'abord, le fait que Fouad Laroui, n'est-ce pas, il écrit en français, il a reçu des prix très importants de la francophonie. Donc, il écrit aussi pour des élites au Maroc peut-être, mais aussi pour des élites en Europe. Je parle de l'Europe plutôt que de la France seulement parce qu'il est traduit dans plusieurs langues européennes. Son avantage, bien évidemment, est celui de bien connaître les deux réalités et les deux sociétés. Ce qui veut dire que quand il présente des scènes qui se passent au Maroc ou des situations marocaines, il sait déjà comment les filtrer par les yeux d'un Européen. Et c'est justement pour frapper l'Européen qu'il va choisir certaines scènes, un certain langage, qu'il va employer l'ironie, qu'il va donc essayer de bien arriver à son but, car il connaît l'écrivain français, et le lecteur, pardon, français. Alors, dès cette approche, si vous voulez, je pense qu'il est clair qu'il va pouvoir mettre en contact deux mondes qui ne se touchent pas ou plus si souvent. Et je parle de l'Europe aussi, là. Donc, la relation entre le passé colonial d'un pays comme le Maroc et de la France. Mais aussi la présence aujourd'hui en Europe de beaucoup d'immigrés maghrébins, mais non seulement, demande de la part de la littérature européenne et mondiale une approche qui tient compte de toutes ces histoires, qui tient compte de cette situation, qui tient compte des problèmes identitaires des uns et des autres. Donc, l'avantage d'un auteur comme Laroui, c'est justement que non seulement il présente des situations marocaines, car il les connaît. Il connaît le Maroc, il connaît la langue, il est marocain. Donc, il peut présenter, il sait de quoi il parle. Mais de l'autre côté, il sait aussi comment son public français ou européen va recevoir. Donc, la réception de son œuvre, dans un sens, il peut un peu la prévoir. Et il est traducteur, médiateur entre ces deux mondes. Alors, je pense que toute œuvre de médiation, de traduction, de communication soit toujours un avantage entre les peuples en général, en littérature comme ailleurs. Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup, madame. Alors, quelqu'un voudrait participer ou poser une question? Oui. Bonjour, Monsieur Mounir. Allez-y, présentez-vous. Salha, c'est Madame Salha. Allez-y, Salha, allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour, cher professeur. Bonjour, Madame. Merci beaucoup. Ma question est la suivante. Vu les différentes significations du mot Éthiopie, ou bien Tobaouia dans l'arabe, c'est-à-dire vivre dans l'idéal, une vie où il n'y a plus de mal ou de l'intolérance. Donc, à travers ce livre de M. Laroui, qui est la femme d'Iliade, est-ce qu'il a pu, ou bien est-ce qu'il a voulu montrer qu'il y a de l'utopie dans ce livre-là à travers la Saouda et l'Arabi, et vous avez voulu montrer qu'il y a un utopisme postcolonial. Est-ce que merci, monsieur. Salha, donc je pense qu'il y a une coupure. Donc, est-ce que vous pouvez répéter le dernier tronçon de votre question, s'il vous plaît? Oui. Je suis arrivée je vais vous dire, madame, Oui. je suis arrivée jusqu'au moment où vous disiez que si dans l'utopie, il y a un idéal et une sorte
de ne plus tolérer, d'éviter les intolérances. Là, je n'ai plus rien entendu après. Oui, ah oui. Pardon. Mais je voulais dire que dans le roman La femme du riad, Fouad Laroui a voulu montrer qu'il y a un idéal, un utopisme pour conserver, par exemple, la nation à travers l'Allah Msouda qui n'a pas voulu laisser le riad ou bien du fils du Hajj. Est-ce que, à travers, vous avez voulu montrer qu'il y a un utopisme post-colonial? Est-ce que, dans votre avis, le Maroc a pu conserver cette idée-là, ou bien cet idéal utopique lorsque le colon est parti du Maroc? Merci, madame. Oh, chère madame, malheureusement, je ne connais pas le Maroc si bien que ça. J'espère très bien pouvoir revenir et connaître beaucoup mieux le Maroc et la situation postcoloniale, que ce soit au point de vue politique, social et culturel. Je peux par contre parler de Laroui. Alors, en ce qui concerne Laroui, justement, ça m'a vraiment frappé. Il n'y a jamais eu cette lecture de Laroui. J'ai lu tout ce qui a été écrit sur lui, évidemment, parce que j'ai fait ma thèse de doctorat sur lui. Et je dois dire qu'il n'y a jamais eu ce point de vue, cette ouverture sur un utopisme postcolonial chez lui. Mais les choses se sont passées de façon encore différente. C'est-à-dire que je lisais en anglais ce livre de Bill Ashcroft. Et en lisant ce livre, parce que je connaissais si bien les deux romans que j'avais déjà traduits, en plus, vous savez, quand on traduit un roman, on arrive vraiment à aller à l'intérieur de la langue et de tout. C'est pas seulement une lecture, c'est vraiment une étude très, très approfondie. Donc, c'est en lisant Ashcroft que je me suis rendu compte qu'il y avait très bien chez Laroui, il y avait bien chez Laroui des éléments utopiques dont il n'est peut-être même pas complètement conscient. Vous voyez, parce que, je veux dire, la critique du statu quo, c'est évident chez lui. Mais il ne peut pas s'empêcher de la faire. Donc, il doit critiquer tout ce qu'il voit, que ce soit marocain ou que ce soit européen. Parce que d'ailleurs, il y a dans ces nouvelles, il y a pas mal aussi de nouvelles qui se passent en Europe, où on voit tous les clichés négatifs des Européens envers les immigrés. Donc, il ne peut pas s'empêcher de constater ce qui se passe. Et pour faire face à tout ça, je pense que c'est l'ironie. Donc, comme disait, je ne sais plus, je pense Bembella, il disait, pour ne pas pleurer, il rit de tout ça. Donc, sa façon de présenter tout ça, c'est bien par l'ironie, par l'humour. Et pour finir, oui, donc il y a un certain utopisme dans le sens où, vous voyez, dans La vieille dame du Riad, comme vous l'avez rappelé, effectivement, Tayeb récupère sa place dans le Riad. Donc, ce musée qui lui est dédié ou qui est dédié à l'histoire du Maroc, ça veut bien dire que le Maroc retrouve une place. Donc, les Français ne vont plus enlever, encore une fois, une place à l'histoire du Maroc. Et c'est bien le point de vue marocain qu'il veut présenter dans cette deuxième partie du livre. Je vous assure que, je ne sais pas si vous avez lu Laroui, mais donc son écriture est farcie d'ironie. Eh bien, cette partie centrale de l'histoire de Tayeb, ça s'appelle il n'y a pas d'ironie. Il y en a très peu, et il y en a surtout quand il y a les dialogues entre Orsini, le français donc, et Tayeb, où il y a encore une fois des malentendus, ou bien où il veut bien dire des choses qui sont justement les exemples que je vous ai lus, les concepts de pacification ou d'occupation militaire, de conquête militaire, sont des points de vue très différents. Donc il y a cette subtile ironie, mais autrement c'est un récit sérieux, parce qu'il y tient, il veut absolument que ce soit reconnu, non seulement l'histoire du Maroc en tant que telle, mais aussi, et ça c'est dans Sigil Massi, donc, mais aussi le savoir des penseurs arabes qui étaient précédents au savoir des penseurs occidentaux, mais dont que l'Occident semble avoir oublié. Donc je dirais que oui, chez Laroui, il y a un orgueil, un besoin de reprendre une tradition culturelle marocaine et un savoir qui est arabe, qui est ancien, et de concilier tout ça avec l'évolution, je dirais, de son éducation à lui, qui l'a apporté à être imprégné de culture française, pour les concilier.
Donc, si vous voulez, l'utopisme, c'est un peu la paix dans le monde, je ne sais pas comment dire, mais l'utopisme, ça veut dire un peu pourquoi dire que l'un est meilleur que l'autre, pourquoi oublier un passé honoreux comme celui des anciens penseurs arabes, pourquoi ne pouvons pas nous accepter qu'il y a les deux et ne pouvons-nous pas nous voir comme, avec beaucoup plus de respect. Après, il y a bien sûr aussi une critique pour les sociétés en tant que telles, donc la société marocaine en tant que telle, qu'il décrit comme une société prise donc entre un État un peu corrompu et un certain extrémisme religieux qui empêcherait d'être rationnel d'un côté, et de l'autre côté, il y a les États européens, la France et les citoyens européens qui sont encore pris par des visions qui n'ont rien à faire avec la réalité actuelle du Maroc, mais qui ont encore une vision coloniale dans un sens. J'espère que j'ai pu répondre un peu. Merci, Christina. J'ai encore deux intervenants. Donc, j'ai Ahmed Eid Shrif et Leïla Daï. Donc, voilà. Donc, à vous la parole. Bonjour, Monsieur Monnier. Alors, je vous remercie, Madame, pour la fenêtre que vous avez offerte sur les travaux de Fouad El-Aoui, la figure emblématique de la littérature postcoloniale. Mes remerciements vont aussi à M. Mounir Ossekoum et à M. Rachid Jama pour les efforts qu'ils ont fournis pour l'organisation de ce webinaire. Alors, ma question est la suivante. Alors, je voudrais vous demander, Madame, vous qui avez côtoyé Fouad El-Aoui, si la distanciation entre les deux cultures, marocaine et européenne, si cette dichotomie se face à face entre les deux cultures, fait les sources d'inspiration pour l'écrivain Fouad El-Aoui, parce qu'il s'est basé sur cette distanciation. Je vois que souvent, il se base sur cette différence pour créer, si vous voulez dire, pour avoir un univers sur lequel il se base pour produire ses écrits. Et merci. Oui, donc si j'ai bien compris, vous voulez savoir si la dichotomie, si cette distanciation est effectivement la base de départ pour son travail, c'est ça? Oui, oui, exactement, madame. Okay. Oui, écoutez, je pense que cette dichotomie, entre deux, je pense que c'était bien le titre du colloque de l'année passée, auteur de l'entre-deux. Je ne pense pas qu'il se soit basé sur ça, mais je pense que c'est l'essence de son activité littéraire. C'est-à-dire qu'il est assez inévitable, je pense, dès qu'on grandit dans une situation et qu'on la quitte presque toujours, parce qu'en fait, il est citoyen européen, il rentre au Maroc toutes les années, ça c'est clair, mais en fait, il habite en Europe, il enseigne à l'université, il écrit là-bas, il vit entre Paris et Amsterdam, donc il est tout à fait européen. Donc, si vous voulez, c'est pas qu'il se base sur ça pour écrire, mais je pense que c'est l'essence de sa recherche identitaire dans la littérature et dans l'écriture. Donc, je l'ai vu d'ailleurs dans beaucoup d'autres écrivains qui ont migré, si vous voulez, même à l'intérieur de l'Europe. C'est assez clair, il est assez clair que il y a une culture d'origine et il y a quelque chose qu'on devient après. Et c'est quelque chose qu'on devient après, que ce soit même dans la même nation, mais encore plus facilement si la langue change, si les pays changent, si les habitudes changent, la culture change. Il est clair qu'à un certain moment, les auteurs se demandent qui suis-je, comme le font ces caractères, ces personnages. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? On se demande en fait si ça n'aurait pas été plus facile de rester là où on était pour ne pas être si confus. C'est Gilles Massy qui se le demande à un certain moment aussi. Donc, la dichotomie est à la base, cette dichotomie, mais surtout cette double expérience, cet être entre les deux, vraiment, est à la base de sa recherche en littérature, je dirais. J'espère que j'ai pu répondre. Merci, madame. Merci. Madame Leïla Daï. Bonjour tout le monde.
Bonjour Madame Christina, bonjour Monsieur le professeur Mounir Ossikoum et Monsieur Rachid Jamal. Je vous félicite pour le choix de ce sujet. Donc j'ai deux questions. Ma première question porte sur le rôle de l'intertextualité dans l'émergence de cette caractéristique postcoloniale attribuée à l'œuvre de Fouad Laroui. Ma deuxième question est comment l'errance comme thématique récurrente dans les récits larouiens peut accentuer cette visée utopique. Pardon, au sujet de cette deuxième partie, je n'ai pas entendu comment l'errance, la thématique de l'errance. La thématique de l'errance. L'errance, pardon. L'errance. Oui, comme thématique récurrente dans les récits de Fouad Laroui peut accentuer cette visée utopique. Je vais tout de suite commencer par cette deuxième partie. Vous l'avez vu, vous le savez, le voyage est central dans l'Éthiopie. Et c'est intéressant parce que c'est justement l'idée que l'utopie, on disait tout à l'heure, c'est l'idéal, c'est ailleurs. Donc, pour qu'il y ait un ailleurs, qu'il soit un lieu véritable ou un non-lieu, il faut bien sûr aller les chercher, cet ailleurs. Donc, l'errance, c'est clair que ça fait partie de l'utopisme et de l'utopisme postcolonial. Il y a l'errance, mais il y a aussi le retour, ce qui est assez intéressant, je trouve. Parce que, du coup, s'il y avait seulement errance, il n'y aurait pas cette dichotomie dont on parlait tout à l'heure. S'il y a errance et il y a retour, par contre, il y a aussi dichotomie, c'est-à-dire qu'on voit les deux réalités, même si l'autre est un non-lieu dans un sens, mais on voit les deux réalités et c'est là qu'on a la nécessité de les concilier ou bien de les examiner, de les analyser tous les deux. Et en ce qui concerne l'intertextualité, c'est une très bonne question parce qu'elle est présente tout le long de la production littéraire de Fouad Laroui. Surtout dans Sigil Massi, il y a bien évidemment, comme je le disais, à un certain moment, il est dans une sorte de délire. Il y a des pages entières où il cite en continuation Voltaire, Hugo, Proust. Il ne fait que citer en fait. Et c'est justement aussi le désarroi, si vous voulez, de l'intellectuel marocain avec une culture française qui du coup s'interroge sur ce qui fait sa tête en fait, non? Ce sont donc Hugo, Voltaire et tout ça, ou bien ce sont les anciens penseurs arabes. Alors où est la présence pour lui? Et l'intertextualité pour lui, c'est donc une façon de prendre tout ça et de l'intégrer dans ses romans. Il le fait souvent, mais il y a aussi une autre intertextualité interne, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup de références entre ses romans. Je l'ai cité brièvement tout à l'heure, mais il y a des thèmes un peu récurrents, cette idée de esthète radicale, cette idée de technique, cette idée de quelqu'un, justement. Donc, il y a une intertextualité aussi à l'intérieur du texte. Et je pense que, encore une fois, je ne sais pas combien c'est conscient tout ça, mais c'est clair que c'est aussi une visée, non? Quand tu as cette visée de la littérature et cette richesse culturelle littéraire en toi, c'est là justement que tu te demandes sur le présent ou le passé colonial et les présents de la culture à laquelle tu appartiens. Et tu la critiques, mais tu essayes aussi de la critiquer d'une façon qui ne soit pas définitive. C'est pour ça qu'il y a l'ironie. Et c'est là-dedans, justement, qu'il y a une visée après utopique, parce que si on ironise sur quelque chose, on peut aussi changer les choses après, peut-être. Et c'est même pas dit, mais le fait de le voir et le fait de les critiquer avec une attitude un peu ironique, un peu positive aussi dans un sens, peut peut-être amener à des changements ou peut peut-être ouvrir les yeux aux élites pour lesquelles il écrit. Je ne dis pas que ça va changer la vie de tout le monde, ça. Mais je pense justement, c'est pour ça que j'ai trouvé qu'il y avait des éléments vraiment utopiques dans son œuvre. Parce que je pense que ce n'est pas
pour ça qu'il écrit. Il a quand même un fin quand il écrit. Il veut quand même dire quelque chose. Il y a une finalité là-dedans. Donc oui, il y a une vision utopique. J'espère que j'ai pu répondre. Allô? Allô? Bonjour, M. Mounir. Oui, présentez-vous s'il vous plaît. Donc, désolé, je n'avais pas la petite main, c'est Abslam Nouijah. Abslam Nouijah. Merci, M. Mounir, merci, M. Rachid, merci, Mme Christina, sur cette intervention qui est vraiment intéressante et fructueuse. Donc, la question de la prise en conscience identitaire est très récurrente chez Fouad El-Aroui. La langue et l'intégration, la langue et l'identité. Je cite dans Une vieille dame de Riyad quand il dit « Vous êtes des Français de France ou du Maroc ». La question aussi de l'autre, elle est très récurrente. Qui est l'autre? Qui est l'altérité dans son œuvre L'insoumise de la porte de Flandre? Dans toutes les autres œuvres comme Méfiez-vous de parachutistes, Les dents du topographe, L'étrange affaire du pantalon de Dessoukine. Donc, j'aimerais donner une petite observation sur le style de son écriture. Donc, c'est l'écriture de Fouad El-Aroui, c'est celle de l'ironie, de l'humour. Donc, l'ironie va être non seulement une revanche détournée d'une génération opprimée et séduite par l'Occident, comme la première version des auteurs maghrébins, mais aussi il aurait permis à l'écrivain maghrébin d'expression française de prendre la distance par rapport au langage en l'inversant, en le détruisant, en présentant de nouvelles structures à tel point que le lecteur français serait étranger dans sa propre langue. L'utilisation de dialectes, l'utilisation des expressions où on trouve les maths. Donc, une autre remarque que l'œuvre de Fouad El-Aroui. Monsieur Nouijah, s'il vous plaît, la question. Oui, merci. La question qui sont les diverses facettes à travers lesquelles se représente l'identité et l'altérité dans les œuvres de Fouad El-Aroui. Et merci. Alors, je vais d'abord vous raconter une chose. Vous savez, quand j'ai pour la première fois traduit Fouad El-Aroui, il y a 6 ou 7 ans, je pense, j'ouvre donc le jour où Malika ne s'est pas mariée, la collection de nouvelles, et je commence à lire toute cette phrase en darija. Et je panique parce que je dis, qu'est-ce que je fais avec la darija? Moi, je ne parle pas l'arabe, pas de dialecte ni d'arabe classique. Là, je commence à comprendre quand même quelques mots après tant d'années. Et je dois dire que ma réaction était intéressante parce que c'est justement ce que vous venez de dire. À un certain moment, je me suis rendu compte que le public français allait avoir, ou avait eu, parce que le texte en français avait déjà paru, avait eu exactement le même problème. Donc, ce n'était pas une question qui intéressait seulement les lecteurs italiens, mais bien sûr les Français, parce qu'il n'y a pas de Français, il n'y a pas beaucoup de Français qui parlent la darija. Et donc, oui, donc voilà, l'altérité que vous disiez, la langue, cette introduction des langues différentes, ça pose déjà une question identitaire et d'altérité. Parce que dès que, comment dirais-je, ce n'est plus seulement une question de description, ce n'est plus seulement une question de scénario, ça devient une question de langue, ça devient une question de compréhension ou incompréhension. C'est d'ailleurs intéressant, je vais vous raconter une anecdote. Jusqu'à Sigil Massi, El-Aroui ne mettait pas de glossaire à la fin de ses livres. Moi, en 2013, j'ai publié donc Le jour où Malika ne s'est pas mariée, et parce que j'imaginais que les lecteurs italiens allaient avoir des problèmes avec les mots en arabe, j'ai mis à la fin un petit glossaire qui a été contrôlé par des arabistes pour que je lise, pour que j'explique en quelques mots de quoi il s'agissait quand il y avait des mots en arabe là-dedans. Et puis,
L'intéressant, c'est qu'à partir de l'année d'après, donc 2014, c'est Sigil Massi, et ben la RUI commence à faire la même chose en français. Parce que du coup, c'est comme s'ils s'étaient rendu compte que ces lecteurs non plus n'avaient pas vraiment compris ce que c'était le arabe dans ces textes. Alors, je suis sûre que, bien sûr, il en était bien conscient avant aussi, et c'est bien voulu. Parce que ça souligne justement l'altérité. Ça met devant une difficulté ou une altérité justement dont on se demande qu'est-ce que c'est. Alors, est-ce que l'autre qu'on pense toujours connaître, surtout dans une situation postcoloniale, est-ce que les colonisateurs qui pensent tout savoir décoloniser, est-ce que du coup, ils ne se posent plus des questions s'ils voient que en fait, déjà la langue, ça dit des choses qu'ils ne comprennent pas? Alors, est-ce que du coup, peut-être que je dois revoir un peu tous mes préjugés? Donc là, il y a aussi, si vous voulez, une facette aussi de son altérité, de la vision de l'altérité dans son style. Et puis, comme je l'ai dit, je pense que l'ironie, comme vous l'avez dit, c'est bien une façon de pouvoir dire tout ce qui fait mal aussi. Tout ce qu'on remarque qu'on ne voudrait pas voir, hein, mais qui existe. Et donc, pour faire comprendre aux autres comme c'est ridicule en fait, qu'il y ait encore des préjugés et des situations qui ne sont pas rationnelles et qui n'aident personne. Alors voilà qu'il utilise l'ironie pour les décrire. Et si vous voulez, l'identité là-dedans, je pense que c'est justement les parties où il n'utilise pas l'ironie. Quand il parle d'identité profonde, qui suis-je, qu'est-ce que je fais ici, c'est toujours des moments assez dramatiques dans son œuvre. Dramatiques, pas forcément avec des larmes et tout ça, mais je veux dire, c'est des réflexions qui se font même autour de 2 ou 3 phrases, mais où il devient sérieux. Donc, il y a ces 2 registres chez lui, il y a l'ironie, l'humour, mais il y a aussi le sérieux qu'il prend justement pour parler d'identité et pour parler de mémoire, ce que j'appellerais la mémoire culturelle, que ce soit l'histoire du Maroc ou par exemple les penseurs arabes aussi. Donc, une identité non plus personnelle, mais culturelle. J'espère que j'ai répondu. Merci. Donc, alors je pense qu'il n'y a plus personne. Donc voilà, donc au terme de ce webinaire, je voudrais remercier tous les participants. Je voudrais aussi remercier Christina qui a bien voulu, qui a répondu favorablement à notre invitation. Merci. Et je suis sûr qu'on aura l'occasion de collaborer, donc on en a parlé ce matin. Donc merci encore une fois Christina, merci à vous tous et je vous donne un autre rendez-vous très prochainement. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.